Cette vidéo présente un exemple d'une fonction dérivée discontinue en tout rationnel. Je rappelle qu'une fonction dérivée vérifie toujours le théorème des valeurs intermédiaires sans forcément être continue. Alors, un exemple canonique est donné par x carré sinus 1 sur x, qui est coincé donc entre x carré et moins x carré, et qui oscille indéfiniment au voisinage de 0. Alors je prends cette fonction, je la coupe en 2 sur pi et en moins 2 sur pi, et je la prolonge de manière C1 par une fonction qui tend vers 0 en infini. Donc ça c'est l'objet de la question 1 de ce petit exercice. Ça c'est que du calcul. En tout cas, cet exercice a une réponse, et nous avons de ce fait une fonction f qui est C1 sur R étoile, dérivable en 0, et dont la dérivée présente une discontinuité en 0. Alors que f et f' soient bornés sur R, une fonction continue et qui a des limites finies en plus et moins l'infini est bornée. Maintenant, on va prendre une suite Rn injective, c'est-à-dire une suite Rn qui ne prend jamais deux fois la même valeur. Et on va construire la série somme des 1 sur n de f de x moins Rn. Donc on va appeler ça S de x. Et puis on va prendre la série des dérivées n de f' de x moins Rn. On va l'appeler d de x. Alors on ne sait pas que d est la dérivée de s, parce qu'on ne sait pas si on a le droit de dériver sous une somme. On va le voir après dans un deuxième temps. Imaginons qu'on le sache, qu'on ait le droit de le dire, que d c'est la dérivée de s. Les deux séries convergent normalement. Donc la première qui converge normalement donne donc une fonction continue. Et la deuxième, que donne-t-elle? C'est là qu'on va utiliser l'injectivité de Rn, soit n appartenant à n. Alors, si on prend la fonction f' de x moins Rn, elle est discontinue en Rn. Mais si on prend la fonction somme pour k différent de n, de 1 sur n de f' de x moins Rn, k, eh bien elle, par convergence normale, elle est continue en Rn. Donc la somme des deux est discontinue en Rn. On a donc, si l'on admet que d est la dérivée de s, une fonction s dont la dérivée est discontinue en tout point Rn. Alors maintenant, on va faire de Rn une bijection entre n et q. Pour cela, on écrit ici les entiers, ici les demi-entiers, ici les tiers d'entiers, les quarts d'entiers, et ainsi de suite. Alors, je vais marquer mes entiers ici. Donc là, j'ai 0. Je prends R0 égale 0. Ensuite, je vais prendre R1 qui fait moins 1. R2 qui va faire moins 1,5. Donc j'en prends 2 par ligne. R3 et R4 qui fait plus 1. Donc R1, R2, R3, R4, moins 1, moins 1,5, 1,5, 1. Ensuite, je continue. R1, R2, R3, R4. R5, je prends moins 2. R6, moins 3,5. R7, je vais prendre moins 1 tiers, plus 1 tiers, plus 3,5, plus 2, et ainsi de suite. Donc j'en prends 2 par ligne, et à chaque fois je mets une ligne de plus. J'ai une fonction R, c'est-à-dire une suite Rn qui est injective, qui ne prend jamais deux fois la même valeur. Et l'ensemble des Rn, c'est exactement Q, par construction. Ce qui fait que ma fonction S, elle est dérivable sur R,
mais sa dérivée d, si l'on admet qu'on a le droit d'écrire ça, elle est discontinue en tout rationnel. Voilà. Alors maintenant, on va voir qu'on a le droit de dire que d est la dérivée de s, et qui nous amène à cette proposition 15. Donc on retrouve exactement ce qu'on avait, sauf que dans cette proposition, on n'a pas besoin de la convergence normale de f, juste de la convergence simple, et même de la convergence en un point qui suffirait. Alors, je veux montrer que donc G est continu. Alors je vais préciser ma notation. En fait, je vais poser Sn égale F0 plus Fn et S'N égale F0' plus 3 petits points plus F'N. Donc ceci qui converge simplement vers F et ceci qui converge uniformément, normalement, vers une fonction g. Donc on veut prouver que f est dérivable et a pour dérivée g. On n'a aucune supposition sur la classe C1, sur le fait que les fn' soient continus. Bon. On va s'intéresser au taux d'accroissement. Donc on va fixer x au taux d'accroissement f de t moins f de x sur t moins x qu'on veut comparer à g de x, puisque c'est ça. Et donc, on va mettre, comme indiqué sur le tableau ici, 3 quantités intermédiaires. Alors, que 4 soit proche de 3, c'est facile parce qu'on a une convergence, donc x est fixé. Donc, il suffit de prendre n assez grand. Et on a 4 moins 3 qui est petit. C'est-à-dire plus petit qu'epsilon pour tout n supérieur à un certain n0. Ensuite, 3 est proche de 2. Alors là, il faut que n soit fixé. À n fixé, 3 moins 2 est petit pour t dans un voisinage de x, c'est-à-dire suffisamment petit, dans un x moins alpha, x plus alpha. Maintenant, ce qui est difficile, c'est entre 2 et 1. Alors si je fais 2 moins 1, eh bien ça me fait Sn de t moins f de t en regroupant les termes sur t moins x, moins Sn de x moins f de x sur t moins x. Voilà. Et donc, ceci est exactement égal à 1 sur t moins x, limite quand p tend vers l'infini, de phi np de t moins phi np de x. Puisque lorsque p tend vers l'infini, avec ma notation phi, puisque phi np de x, c'est Sn de x moins sp de x. Or, quand p tend vers l'infini, sp tend vers f. On a exactement ça. Bien. Et alors c'est là qu'il y a une subtilité. Donc si je regarde cette quantité ici, cette quantité-là, on est d'accord que c'est une fonction de t. C'est vu comme une fonction de t. X est fixe. Et cette quantité-là, elle peut s'écrire comme un f, comme un phi np' de c fois t moins x, avec c qui est entre t et x, ou x et t suivant si t est plus grand que x ou t plus petit que x. Voilà. Bon. Mais ça c'est vrai à p fixé. Donc à p fixé, 1 sur t moins x phi np de t moins phi np de x, eh bien c'est égal à un phi np' de c pour un certain c. Mais justement, phi np' de c, c'est égal par définition à Sn' de c moins sp' de c. Et comme on a une convergence de la série Sn', eh bien ceci, pour tout np supérieur à n0, on a phi np
prime de C inférieur à epsilon. Voilà, donc soit epsilon donné, il existe n0, tel que pour tout np supérieur à n0, on est ça. Mais ceci uniformément en C, puisqu'on a une convergence uniforme. Par conséquent, on peut dire que si l'on fait tendre P vers l'infini, vu que le C, il dépend à chaque fois de P, en fait, peu importe, finalement. Car, si P tend vers l'infini, la convergence étant uniforme et cette majoration ne dépendant pas de C, donc, eh ben, on obtient que, en faisant T vers l'infini, on a que ceci est plus petit que epsilon fois T moins X, et donc on a que 2 moins 1 est inférieur ou égal à epsilon en valeur absolue, évidemment. Je précise que l'écart entre 2 et 1 est indépendant de la valeur de t, puisque les t moins x se sont éliminés. Donc, donc x est fixé, quelle que soit la valeur de t, on trouve que ceci est égal à phi n' p' de c fois t moins x, et que donc le t moins x s'élimine, et que ceci est uniformément majoré, et qu'en faisant tendre vers l'infini, donc cette quantité-là est majorée par epsilon indépendamment de t. Par conséquent, il suffit de prendre n assez grand pour que, donc n grand, pour que 2 moins 1 et 4 moins 3 soient majorés par un epsilon voulu. Et une fois que n est fixé, on prend un voisinage suffisamment proche de x pour que 3 moins 2 soit suffisamment petit. On a donc montré que pour t suffisamment proche de x, eh bien, f de t moins f de x est aussi proche qu'on le veut de g de x. Ce qui veut dire donc que lorsque t tend vers x, ce taux d'accroissement tend vers g de x. On a donc ainsi construit une fonction dont la dérivée est discontinue en tout point rationnel.